Bien, bonjour à tous. Il est entré à cheval dans la cathédrale et l'on dit que la foule était alors si dense qu'il ne put mettre pied à terre devant l'autel. C'était le 26 février 1450. C'était Francesco Sforza, le nouveau duc de Milan, qui faisait son entrée dans sa ville. Il était censé la défendre comme condottière, il l'avait assiégée, il s'en emparait. Ce fils de l'Italie rurale avait alors 49 ans, il était né dans le Val d'Arno, il était le fils bâtard d'un condottière, Muzio Attendolo, dit Sforza. C'était un capitaine romagnol qui avait servi Florence dans sa conquête de Pise. Sa mère, la mère de Francesco Sforza, était une paysanne ombrienne. Il devint donc lui aussi mercenaire, c'est-à-dire entrepreneur de guerre, passant contrat avec les États, d'où le nom. Le contrat, c'est condotta en italien. Il passait contrat pour se battre, il se mettait à disposition du plus offrant. Les condottières étaient payés, bien payés, pour faire la guerre, mais on les payait, mieux encore, pour ne pas la faire, parce que, évidemment, on est dans une guerre de siège, de position, où l'on négocie, où on assiège les villes, et où on passe donc autant de temps à faire de la politique qu'à se battre, et c'est pourquoi Francesco Sforza traînait derrière les sabots de son cheval une sorte d'état nomade, où il y avait des artistes, où il y avait des diplomates, où il y avait des chanceliers, où il y avait au fond tout un personnel politique qui attendait de s'installer quelque part. Et pour Francesco Sforza, ça ne pouvait être que Milan. Le duc de Milan, Filippo Maria Visconti, l'avait armé en 1425 pour résister au grand capitaine de Venise, qui était Carmagnole. Il venait alors, Francesco Sforza, d'hériter de l'entreprise de son père, oui, parce que cette entreprise de guerre est, là encore, proprement une impresa, mort l'année d'avant, 1424. Une armée mercenaire, donc, c'est une entreprise, et pour en accroître la valeur, rien ne sert d'être fidèle. Donc il ne faut pas considérer la suite désordonnée des trahisons des condottières d'un point de vue moral, mais comme une forme de nécessité entrepreneuriale. Pourquoi ? Parce que, justement, si vous voulez faire monter vos actions, eh bien, il faut trahir. Parce que cela oblige alors votre précédent employeur à renchérir. C'est ce qui se passe en 1434, lorsque le pape vénitien Eugène IV, à qui Sforza avait arraché la marche d'Ancône, parvint à le retourner, et donc Francesco Sforza se met au service de la Ligue anti-milanaise qui rassemble Florence, Venise et le pape. Ce dernier, le pape, lui promet le titre de vicaire pontifical, gonfalonier de l'armée de l'Église, et donc, inévitablement, eh bien, le duc de Milan doit se trouver momentanément un autre grand condottière, c'est l'autre grand condottière du temps, Niccolo Piccinino. Donc, si Filippo Maria Visconti veut retrouver Sforza, il lui faut lui offrir davantage. Il doit donc composer avec son ancien condottière que ses victoires militaires mettent en position de force. Et c'est la paix de Crémone de 1441, réconciliation entre Visconti et Sforza, qui se scelle par une alliance matrimoniale. C'est évidemment ce qu'on peut offrir de mieux quand on est prince, une fille, là en l'occurrence une fille illégitime pour un fils illégitime. Cette fille, c'est Bianca Maria, et donc ça fait du fils bâtard d'un obscur capitaine de Romagne son gendre et son héritier. Piccinino passe donc logiquement de l'autre côté, celui du pape, et parvient à reprendre les marches à Francesco Sforza. Vous voyez que, et puis je pourrais continuer comme ça pendant des heures, hein. Vous voyez que ces retournements perpétuels d'alliances qui font la complexité de cette pelote embrouillée d'intrigues qu'est le jeu politique du Quattrocento, c'est à la fois totalement imprévisible et parfaitement compréhensible. C'est totalement imprévisible parce qu'on ne sait jamais quand ils vont trahir, mais on sait au moins une chose, c'est qu'ils ne peuvent que trahir à un moment donné. Les événements sont incohérents et donc peuvent à la longue produire notre ennui,
mais il s'enchaîne selon une logique narrative qui obéit à quelques règles élémentaires, ce qui là aussi produit d'ailleurs souvent de l'ennui. Par exemple, celle-ci, le pouvoir cherche toujours à s'installer dans la durée et dans l'espace, même lorsqu'il est, comme celui des condottières, structurellement déterritorialisé. Par conséquent, Francesco Sforza, privé de ses bases territoriales des marches, sera inévitablement amené, du fait aussi de cette logique expansionniste de fuite en avant, à s'emparer du Milanais. Les soubresauts politiques des années 1447-1449 lui en donnent l'occasion, mais il faut alors être patient. Donc il est d'abord capitaine de la République ambrosienne, dont nous parlions la semaine dernière. C'est pour elle, la République, qu'il reconquiert Lodi et Plaisance, mais lorsqu'il s'empare de Pavie, il en devient seigneur en son nom propre. Lorsqu'il fait la paix avec Venise, c'est au prix de Brescia et Crema, dont il devient aussi seigneur, et puis il met la main sur Novare et Alessandria. Donc il commence à conquérir le Milanais avant de fondre sur Milan. Et telle est la menace qui gronde dans les cris des capitaines et défenseurs de la liberté que nous entendions la semaine dernière, où vous entendiez au fur et à mesure que Sforza s'approchait de la ville, eh bien, l'inquiétude des dirigeants et leur exigence de mobiliser avec ardeur pour la défense de la République, de la liberté d'Ambroise, eh bien, les habitants. Mais au moment où l'on évoquait la mémoire ambrosienne pour fortifier la croyance politique de ceux qui combattaient en son nom, les grands négociaient évidemment depuis plusieurs mois la reddition de la ville. Reddition, ou disons plutôt capitulation, si l'on se souvient de ce que veut dire capituler, c'est-à-dire le contraire de ce à quoi on pense aujourd'hui, c'est-à-dire, ça vient de capitula, c'est-à-dire des chapitres, c'est-à-dire négocier pied à pied, chapitre par chapitre, et c'est ce que va faire Francesco Sforza pour toutes les villes, c'est ce qu'on appelle les Capitoli di dedizione, dont Giorgio Chitolini a été précocement l'historien, le grand historien. Et donc, il y a cette négociation, et derrière cette négociation, un grand allié. Le grand allié de Francesco Sforza, celui dont il va devenir l'obligé toute sa vie, de 1450, où il devient duc de Milan, à sa mort 1466, ce grand obligé qui, à force d'argent, d'influence, devient à Florence son prince dissimulé, même s'il se cache, vous l'avez reconnu, c'est Côme de Médicis. Et d'une certaine manière, l'ensemble de l'histoire politique du Quattrocento, en tout cas de cette période-là, se comprend par cette étrange alliance entre ce fils de l'Italie rurale qu'est Francesco Sforza et Côme de Médicis, qui est sur le papier tout le contraire, un marchand riche, s'entourant d'artistes, etc. Mais Francesco Sforza va apprendre aussi au contact de Côme, et d'ailleurs l'échange des artistes entre Milan et Florence va devenir une des poutres maîtresses de cet édifice diplomatique qu'on va appeler la paix de Lodi à partir de 1454 et qui élargit à l'échelle péninsulaire ce que j'ai très rapidement évoqué, c'est-à-dire ce jeu permanent d'équilibre des puissances. Bon. C'est très important ça, hein, ce n'est pas notre sujet, je ne fais pas l'histoire générale de Milan, mais il ne faut jamais oublier que les Sforza sont en dette, mais clairement en dette, au sens propre, vis-à-vis de la banque Médicis. Nous n'en sommes pas encore là le 26 février 1450, lorsque Francesco Sforza entre dans la ville, qu'il assiégeait avec 500 soldats, distribuant du pain, nourrissant la population qu'il avait affamée quelques semaines avant. Il entre dans la cathédrale, donc, je l'ai dit, il ne descend pas de cheval. Il retourne dans son campement, et c'est là que les délégués de la commune de Milan, non pas les capitaines et défenseurs de la liberté dont on parlait la semaine dernière, mais les représentants de l'ancienne commune, lui apportent l'accord de reddition. Cela ne lui suffit pas, il faut au condottière une acclamation populaire, c'est ça qu'il va négocier, c'est-à-dire qu'on organise, et ça va se faire le 11 mars, le rassemblement de tous les chefs de famille, c'est théoriquement quand même la base de la souveraineté populaire, une acclamation populaire,
c'est-à-dire qui définit contractuellement la souveraineté par sa base, qui est la seule base légitime. Hein. Je vous l'ai expliqué, ce paradoxe de cette Italie princière qui, au fond, n'a d'autre légitimité que le principe républicain. 11 mars, Arengo, c'est-à-dire l'ancienne place civique, acclamation populaire. Et dès lors, la légitimité politique de Francesco Sforza, duc de Milan, va reposer sur cette triple base: conquête militaire, souveraineté populaire, continuité dynastique, puisque de toute façon, il est quand même le mari de Bianca Maria Visconti, la fille du duc. C'est tout cela que doit exprimer son entrée triomphale, la deuxième entrée, celle qui intervient un mois plus tard, le 25 mars 1450, jour de l'Annonciation. La cérémonie est à la fois un défilé militaire, alors là, cette fois-ci, on fait les choses en grand, 1000 fantassins, 1000 cavaliers, tous en armure ou habits ou tenues d'apparat. C'est un défilé militaire, c'est aussi une procession civique, là aussi, bien en ordre, les magistrats, les chefs des métiers, l'église, les ambassadeurs, le tout sous les vivats de la foule, et c'est enfin un cortège nuptial, puisque c'est avec son épouse, Bianca Maria, qu'il entre dans la cathédrale, toujours à cheval, pour y recevoir le sceptre, les clés de la ville, et faire de son fils aîné, celui dont on va parler aujourd'hui, puisque je vais vous en parler essentiellement pour simplifier, de deux ducs de Milan, Francesco Sforza, 1450-1466, et Galeazzo Maria Sforza, son fils, 1466-1476. Il le fait comte de Pavie, comme les Visconti faisaient toujours avec leur héritier légitime. Tout cela, donc, se déroule selon le rituel ordinaire. Souvenez-vous de ce qu'on disait, de cette nécessité de la conformité à l'institution d'une fête la fois dernière. Tout cela selon le rituel ordinaire, le parcours, les rythmes, les acteurs, les mots des entrées des ducs de Milan au temps des Visconti, avec, cependant, un absent de taille, mais lui aussi, vous l'avez deviné, c'est Ambroise. Car c'est bien en son nom, bien entendu, que les Milanais prétendaient pouvoir se passer de princes. Dès lors que les princes reviennent, et l'on va voir que ce qui revient avec les princes au temps des Sforza, c'est plus qu'eux-mêmes. C'est une certaine idée politique qui les dépasse, qui les exacerbe, je dirais même, puisque c'est un moment d'exaspération paradoxale du pouvoir princier dont j'ai à vous parler ce matin. Au moment donc où les princes reviennent, la mémoire ambrosienne risque de devenir infréquentable. Qu'est-ce qu'on fait de ce nom ? Est-il compromis par l'usage militant qu'en ont fait les amoureux de la liberté entre 1447 et 1449 ? C'est ça le problème. Et si oui, cette compromission est-elle définitive ? Telle est la question qui donne son titre à la séance d'aujourd'hui, « Comment oublier Ambroise ?» Elle pose une fois de plus, cette question, ce que Jacques Derrida appelait la grave question du nom. Dès lors que certains agissent au nom d'une valeur ou d'une fidélité ou d'une religion, dès lors que l'on peut estimer à bon droit qu'ils agissent mal, dès lors simplement qu'ils ont perdu politiquement, que fait-on de ce nom, de ce au nom de quoi ils agissaient ? C'est une question pour aujourd'hui. Car cette expression de Jacques Derrida, la grave question du nom, je la trouve dans une intervention de 1994, publiée en 2000 sous le titre « Foi et savoir », où l'on lit ceci. Il faudra discerner. L'islam n'est pas l'islamisme, ne jamais l'oublier. Mais celui-ci s'exerce au nom de celui-là. Et c'est la grave question du nom. Ne jamais traiter comme un accident la force du nom dans ce qui arrive, se fait ou se dit au nom de la religion. Ici, au nom de l'islam. Pour nous, ici, de manière évidemment moins brûlante, mais vous comprenez que je choisis dans le passé de quoi penser calmement, donc efficacement, les hantises du présent, ce nom, c'est celui d'Ambroise.
Donc on tentera de même de ne pas traiter comme un accident la force du nom dans ce qui est arrivé, c'est fait ou c'est dit durant ces années. Donc je reprends l'épisode de l'entrée de Francesco Sforza, ou plutôt de sa double entrée, une première fois le 26 février 1450, une deuxième fois le 25 mars 1450, jour de l'Annonciation. Est-ce que c'est accidentel? Non, bien sûr. Est-ce que c'est calculé? Oui. Qui décrit ce calcul? La source sur laquelle je me suis appuyé et dont je voudrais dire un mot. Le De Rebus Gestis Franciscis Forciae Commentarii, rédigé par Giovanni Simonetta entre 1473 et 1476, qui sort des presses milanaises vraisemblablement dans les années 1482 ou 1483, qui est l'un des premiers, ou le premier, livre d'histoire imprimé en Italie. C'est pas rien. En plus, c'est un énorme livre, ça fait 580 folios, donc c'est un investissement considérable. Vous savez que l'imprimerie, au départ, comme c'est justement très cher, on imprime les best-sellers. Donc, un livre d'histoire, en plus d'histoire immédiate, c'est vraiment qu'il y a une exigence de propagande très forte. Et comme l'a montré Gary Yanziti, l'œuvre de Simonetta est une œuvre majeure qui arrime l'historiographie humaniste à la propagande d'État. Alors, la rédaction de cet ouvrage s'inscrit dans un certain contexte culturel et politique, c'est-à-dire que Simonetta exalte à ce moment-là la bonne mémoire du père, Francesco Sforza, duc de Milan, au moment où son fils, Galeazzo Maria Sforza, qui meurt assassiné en 1476, vraisemblablement, je vais vous le montrer tout à l'heure, parce qu'il n'a pas respecté l'équilibre politique de son père, parce qu'il, par ses outrances, prince dépravé, mécène brillant, seigneur cruel, par ses outrances, donc, il a déstabilisé l'équilibre politique établi par Francesco Sforza. Donc, évidemment, exalter la bonne mémoire du père au moment où son fils le trahit, c'est un geste politique important, et c'est dans cet écart temporel que réside le sens de l'œuvre. Donc, il faut comprendre effectivement que tout est calculé pour donner une image exacte et juste de Francesco Sforza, sous le titre « Commentaire ». Ça doit déjà nous alerter, parce que qui a écrit des commentaires? C'est César. Le commentaire, disait Maurice Rambaud, est l'art de la déformation historique, c'est-à-dire ce qui caractérise les commentaires. César disait, j'écris des commentaires comme ça à la hâte, pardonnez ma langue, pardonnez la brutalité de mon style, c'est une sorte de préparation à une histoire à venir, c'est évidemment pas vrai. C'est l'histoire, mais c'est l'histoire qui ne s'embarrasse pas de vérité. C'est l'histoire qui est écrite effectivement par un conquérant. Bon. César est détesté au Moyen-Âge. Pendant longtemps, il a été un personnage mineur. Brutus, au contraire, évidemment, pour les raisons qui sont celles de cette prégnance de l'idéologie républicaine et exaltée. Et donc, l'apparition du titre même des commentaires, Bartolomeo Faccio écrit des commentaires pour le comte du roi de Naples, et puis plus tard, Pie II, le pape, Pie II Piccolomini, écrit ses commentaires, évidemment est un indice de la réactivation de la mémoire césarienne, et donc, d'une certaine manière, d'une reconsidération de ce que c'est qu'un pouvoir autoritaire, tyrannique au sens romain. Virginia Braun, qui a dressé le catalogue des manuscrits des commentaires césariens, en compte 30 pour le XVe siècle et 220 pour le XVIe siècle. Donc évidemment, là, on est en train de basculer dans une autre époque. De même que lorsqu'on lit Simonetta, qui, il faut en dire un mot, c'est le frère et le plus proche collaborateur de Chico Simonetta, qui est le secrétaire ducal à la tête du conseil secret, en fait l'homme fort du régime, et il est notamment en charge, Giovanni Simonetta, de la mise en ordre des archives datant du principat de Francesco Sforza. Parce que si j'ai eu du mal à vous raconter l'histoire de la semaine dernière, c'est parce que les archives manquent. Parce que, évidemment, vous imaginez bien que lorsque les princes reviennent
au pouvoir, il recompose les archives de la Révolution ambrosienne. Et je n'ai pu vous faire entendre que ce qui demeurait un petit peu à l'écart de cette entreprise de recomposition archivistique, c'est-à-dire les registres Panigarola. Il ne s'agit pas de détruire les archives. Ça, c'est vulgaire. C'est ce que fait un ministre un peu hâtivement congédié, il passe à la broyeuse. Non, c'est plus fin que ça. Il s'agit de les réécrire. Il s'agit effectivement de colmater la brèche, c'est-à-dire à la fois de ramener les archives du Principat de Francesco Sforza d'avant son accession au pouvoir, et au fond de cicatriser, si j'ose dire, la béance archivistique, non pas avec la Révolution ambrosienne, mais avec Francesco Sforza, c'est-à-dire que depuis 1444, les archives du Principat de Sforza sont nourries par justement celles de cet état nomade dont je parlais. Et c'est Giovanni Simonetta qui est en charge de cette opération. C'est d'ailleurs à partir de 1444 qu'il avait rejoint Francesco Sforza. Il écrit de sa propre initiative. Donc on n'est pas à proprement parler dans une... enfin en tout cas il n'y a pas de commande explicite. Donc il fait ce qu'il a à faire, ce qu'il comprend qu'il doit faire, dans un rapport qui est pleinement un rapport courtisan. Qu'est-ce qui m'intéresse dans ces commentaires? C'est qu'ils écrivent l'histoire d'un condottiere devenu créateur d'État, au sens machiavélien du terme. Le Sforza de Simonetta est un homme sans passé, il n'a ni famille ni lignage, il est le héros de la fortune. Et surtout, il libère les Milanais d'un régime qui se disait républicain, mais qui était en fait tyrannique. L'ancien condottiere s'est emparé du duché de Milan, et donc il était, si je continue à utiliser le vocabulaire machiavélien, l'homme de la fortune. Il a su effectivement jouer des événements, il a su effectivement, la fortune, c'est un art de glisse, si j'ose dire, c'est une manière de se mettre sur la vague. Bon. Mais évidemment, les héros de la fortune doivent, dès qu'ils ont gagné, convaincre qu'ils étaient animés de quelque chose de plus que le hasard, ou la chance, ou l'audace, c'est la virtus, c'est-à-dire la virtualité de leur devenir historique. Et donc, des qualités propres au-delà des circonstances. Voilà pourquoi Simonetta met constamment en avant l'intelligence tactique de son héros et plus largement sa parfaite maîtrise des choses et des esprits. Oui, il entre dans ce portrait en pied d'un virtuose, au sens propre de l'action politique, du calcul, de la dissimulation, de la cruauté quand il en faut, c'est-à-dire l'ensemble de ce portrait moral que, évidemment, nous sommes habitués, parce que nous avons ce triste privilège de connaître la suite de l'histoire, que nous associons au prince de Machiavel. Mais il faut bien comprendre que ce qui nous étonne dans le prince de Machiavel est assez banal, au fond, et en tout cas, depuis les années 1470, comme l'a montré Patrick Gilly, il y a une grande diversité de traités politiques qui tous disent en gros la même chose, on peut en compter une bonne quinzaine, c'est-à-dire que les vertus privées des hommes ne s'appliquent pas à l'action politique qui est décrochée de la morale commune. Et qu'il y a une forme d'exaltation du pouvoir où, par exemple, la cruauté n'a pas à être occultée. Et donc, Simonetta décrit comment Francesco Sforza, pour mener ses guerres de siège, à Plaisance ou à Pontevico notamment, sème parfois terreur et désolation, c'est la marque d'un homme droit qui ne plie pas, devant les dures exigences de la guerre, mais il sait aussi calculer le moment où il obtiendra davantage encore en faisant montre de clémence. Et c'est pour ça que Simonetta décrit comment il a d'abord affamé les Milanais, et puis ensuite il est arrivé en prince nourricier, en donc distribuant pain et victuailles. Il montre aussi, et là vous voyez, il y a une extraordinaire rupture, il rentre à Milan le jour de l'Annonciation. Simonetta ne le décrit pas comme un miracle, il le décrit comme un bon calcul. C'est-à-dire qu'entre le 26 février
Et le 25 mars, Francesco Sforza attend, il négocie, et puis il cherche un bonjour pour faire son entrée. Donc vous voyez que ce portrait en pied d'un prince virtuose de l'action politique pose donc la question du calcul conscient des effets de mémoire, dans un sens que l'on peut évidemment qualifier de machiavélien. Et c'est à peine un anachronisme pour les raisons que je viens de dire. Est-ce que cela autorise les historiens à décrire des politiques mémorielles sur le mode du calcul, de la stratégie, voire de la manipulation, c'est-à-dire au fond du gouverner, c'est faire croire, axiome de l'action machiavélienne. On connaît les risques de telles reconstructions qui font de la machina memorialis l'instrument de la volonté d'un machiniste tout-puissant qui mène librement, consciemment les manipulations du souvenir. C'est vraiment, je dirais, le péché véniel de toutes les études sur les usages politiques de la mémoire, c'est-à-dire de croire qu'il y a quelqu'un derrière ce théâtre qui tire les ficelles de marionnettes. Or, évidemment, pour comprendre ce que c'est qu'une machine de mémoire, il faut imaginer ce que Michel Foucault appelait une machine sans machiniste. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui manipule, mais il y a une forme, une configuration de pouvoir, un équilibre de force entre différents entrepreneurs de mémoire qui, d'une certaine manière, créent les conditions de l'histoire qu'on a à raconter. Les princes ont-ils voulu oublier Ambroise? Et y a-t-il en politique des oublis volontaires? Rien n'est plus difficile à aborder pour l'historien que cette question, faire l'histoire d'un oubli. Il convient donc de poser d'emblée le paradoxe face au trouble. Le discours du rappel à l'ordre que délivrent les pouvoirs établis ou rétablis oscille toujours entre une politique de l'oubli et une politique de la remémoration. Politique de l'oubli, ça doit être distingué de la grâce, du pardon, telle qu'elle s'exprime notamment dans les lettres de rémission, et qui est presque le contraire, puisque pour pardonner, il ne faut pas oublier. Même si, évidemment, toutes les lettres de rémission, par exemple, il y en aura, où le prince montre sa bienveillance, ont des formes aussi d'amnistie ou d'amnésie volontaire. Sur ce point, le modèle historiographique est évidemment antique. C'est le livre de Nicole Laureau, La Cité oubliée, qui commente longuement cette première amnistie de l'histoire en 403 avant notre ère, qui clôt la tyrannie des 30, ayant débouché sur la guerre civile à Athènes, la stasis. Et pour clore cette période, on exige une politique consciente de l'oubli qui impose le silence à quiconque voudrait rappeler les malheurs. Ça s'accompagne d'une prestation de serment pour tous les citoyens qui dit ceci: je n'aurai de ressentiment, c'est-à-dire je ne rappellerai les malheurs contre aucun des citoyens, sauf les 30, les 10, les 11, c'est-à-dire le personnel politique. Et Nicole Laureau de commenter, ce qui se passe ici est un échange symbolique, oubli de la victoire contre oubli du ressentiment. Comme l'a montré par exemple Nicolas Offenstadt dans son livre « Faire la paix au Moyen-Âge », les traités de paix qui, à la fin du Moyen-Âge, s'accompagnent toujours aussi d'une paix des paroles. Oublier et se taire, ce sont les deux conditions du retour à l'ordre et à la paix. Et pour ça, il faut se promettre de ne rien dire. C'est d'ailleurs une angoisse des rois. Louis XI, par exemple, si l'on en croit même Philippe de Comines dans ses mémoires, dès qu'il négocie une paix, notamment la paix de Picquigny entre la France et l'Angleterre en 1475, il a peur que lui échappent des paroles haineuses. Il n'y a rien au monde dont le roi eût plus grand peur que les mots qui lui échappaient et qui auraient pu faire penser aux Anglais que l'on se moquait d'eux.
écrit Comines. C'est dire effectivement que l'État, évidemment, prend en charge cette question de la discipline de la parole. Reste qu'un sort, évidemment, en particulier doit être réservé aux grands qui ont trahi le peuple, notamment ceux qui se sont conduits en tyrans. Les historiens utilisent parfois, mais de manière incontrôlée, me semble-t-il, le terme de damnatio memoriae pour exprimer ce type de conduite politique. Or, la damnatio memoriae dans le monde gréco-romain, c'est une institution, c'est une pratique très strictement codifiée, à l'origine une condamnation à l'oubli, post-mortem, votée par le Sénat, contre des hommes politiques qui ont failli à leur tâche. Alors on peut raser leur maison, on efface leur nom des bâtiments publics, on renverse les statues, on déclare leur anniversaire jour néfaste. Pour les statues, il y a toute une série d'outrages qui sont mis en œuvre, comme l'a montré Vincent Azoulay. Dans le monde grec, par exemple, on peut renverser les statues honorifiques des tyrans, on les détruit, on les neutralise, c'est-à-dire qu'on les vend, on les privatise, ou alors on les humilie, on les offense, on les fond pour les débiter en pot de chambre, par exemple, ça se fait beaucoup, ou alors dans une pratique d'inversion symbolique, la statue honorifique devient une statue horrifique. Et ça, c'est repris par les systèmes communaux italiens avec cette institution bien connue de la peinture infamante. Dès lors, vous voyez que cette politique, d'après le trouble, elle hésite toujours entre garder le souvenir des méfaits de ses ennemis et oublier. Rien de tout cela, évidemment, pour Ambroise, au temps de Francesco Sforza. Comment décrire alors l'administration de cette mémoire compromise ? D'abord, comme le temps d'une occultation prudente, au cours de laquelle la figure encombrante du champion de la libertas s'efface devant la gloire du conquérant. Bon, par exemple, si on fait... toujours gênant de faire l'histoire d'un manque, hein, mais enfin, voilà, on commence à avoir une base de données un peu remplie, de toutes les images d'Ambroise. Il est évident qu'entre 1450 et 1466, c'est en gros pendant effectivement le règne de Francesco Sforza, il y a une latence. Il n'est plus représenté. Plus sur les monnaies, par exemple. L'iconographie ambrosienne connaît cette période de latence où l'effigie équestre du comte d'Othières remplace sur les monnaies celle du saint cavalier. Alors comment on fait avec ce qui est justement institué ? Par exemple les fêtes, les processions. Eh bien les processions civiques, pour la Saint-Ambroise, elles se font plus discrètes. En fait, elles se détournent du centre de la ville et elles sont attirées par l'église Sant'Ambrogio ad Nemus, dont on avait déjà parlé. Vous savez, c'est ce lieu en retrait où justement Ambroise donc en retrait parce que ça veut dire dans les bois, hein, et hors la ville, et qui était le lieu de retrait et de retraite, d'isolement d'Ambroise. Il est intéressant de faire l'histoire de ce lieu de mémoire de substitution. Pétrarque évoquait cette topographie de la mémoire où le nom survit à ce qu'il désignait. Je vous rappelle cette belle phrase qu'on avait déjà citée. On a depuis défriché la forêt, le lieu ayant changé d'aspect, seul le nom demeure. Il est depuis le XIe siècle occupé par un ermitage. Ça a toujours été un lieu secondaire de la topographie de la mémoire ambrosienne. Par exemple, un des chefs des Patarins, Andrea d'Astrumi, donc au XIe siècle, pendant cette Pataria, qui est, vous vous en souvenez peut-être, un des moments aussi de soubresaut de la mémoire ambrosienne, se réfugie en 1064 dans cette église fondée par saint Ambroise, dit-il, et ce n'est qu'au XIVe siècle, 1374, je crois que c'est rétabli, enfin il y a un nouvel ordre religieux vivant sous la règle de saint Augustin qui est pris directement sous le patronage du duc de Milan. Et c'est pour eux d'ailleurs, c'est pour les Augustins de Sant'Ambrogio ad Nemus que Ludovic le Mort commande en 1494 la fameuse Palla Sforzesca, qui est aujourd'hui conservée au musée de Brera, où l'on voit le duc agenouillé
au pied du trône de la Vierge, Ambroise se tenant derrière lui avec son fouet et posant sa main bienveillante sur l'épaule princière. Bon, mais à ce moment-là, effectivement, Ambroise avait déjà fait retour, on en reparlera, pas la semaine prochaine, puisque c'est férié, mais dans 15 jours, dans l'iconographie princière. Mais pour l'heure, on voit que Sant'Ambrogio ad Nemus permet d'émonter un souvenir ambrosien dans l'ombre du prince. Pourquoi ? Parce que c'est un oratoire qui est hors de la géographie civique de la ville et qui est situé au-delà de la Porta Comacina, derrière le parc du Castello Sforzesco. Donc, d'une certaine manière, il est intégré dans ce système spatial, puisque vous savez, il y a un château, un parc, et puis derrière, un parc qui est aussi très important, la chasse à ce moment-là, et puis une chartreuse. À Pavie, c'est la même chose, avec la chartreuse de Pavie. Et c'est un espace qui est pleinement princier. Et donc, au fond, cette église, elle déroute une partie des processions civiques ambrosiennes hors de la cité, mais dans l'espace palatial, le jardin étant en somme l'antichambre de la demeure du prince. Donc, vous voyez, oublier Ambroise, effacer ses traces, au fond, les princes ne le peuvent ni ne le veulent. Dans la mémoire, l'histoire, l'oubli, Paul Ricoeur l'a dit avec force. La mémoire empêchée, l'oubli commandé sont des leurres du pouvoir. En fait, on n'efface jamais les traces. En fait, on peut les brouiller, on peut les réaffecter à d'autres usages, on peut les rendre un temps indisponibles, on peut les recouvrir par d'autres, mais le pouvoir use plus fréquemment de ce que le philosophe appelle l'oubli d'indisponibilité. Je dirais plus prosaïquement, c'est intéressant de savoir comment vos ordinateurs perdent la mémoire. Les fichiers ne sont jamais écrasés, ils sont renommés. Et d'ailleurs, quand un virus vient tout saccager, il ne va pas toucher les données, il va toucher les noms des fichiers et les chemins qui mènent du nom aux données, qui vont soit mener nulle part, soit, pire encore, mener à un autre endroit. Et c'est cela, d'une certaine manière, une politique de l'oubli. Elle consiste à substituer davantage qu'à effacer. Il convient ici de citer Régine Robin dans ce beau texte, historienne, philosophe, linguiste, dans ce beau texte qu'est La mémoire saturée, paru en 2003. Le véritable oubli n'est peut-être pas le vide, mais le fait de mettre immédiatement autre chose à la place d'un lieu autrefois habité, d'un ancien monument, d'un ancien texte, d'un ancien nom. Et réfléchissez un peu, voyez, notre expérience politique contemporaine, des politiques de l'oubli, qui sont effectivement où on voit que les manipulations du souvenir se font davantage par substitution que par évidement. C'est ainsi qu'Ambroise circule dans la seconde moitié du XVe siècle, mais sous des noms d'emprunt. Par exemple, Saint-Georges. Les Sforza, le culte de Saint-Georges était le patron de Gênes. Il fut introduit à Milan au moment où Francesco Sforza mit la main sur la ville, mais Colette Beaune a montré combien Saint-Georges pouvait aussi être interprété comme un anti-Saint-Michel, et pas seulement dans la rivalité franco-anglaise. En 1470, l'empereur Sigismond crée un ordre de Saint-Georges pour revivifier l'esprit de croisade. Donc on est effectivement dans une sorte de revival chevaleresque international, donc, dont les cités italiennes, enfin les cours, princières de l'Italie du Nord sont évidemment des théâtres importants. Donc ce saint militaire, ce saint cavalier, dont la connotation est également nettement agressive, eh bien, il devient un saint important pour les Sforza, d'autant plus important qu'il n'est pas dynastique, qu'il n'est pas lié à l'histoire de Milan, mais qu'il exprime effectivement cette ambition
qui est, je vais le dire, une ambition de rupture. Et tout cela, effectivement, avec, et ça intervient aussi dans le calendrier, puisque la fête de Saint-Georges est un des moments de la parade triomphale, qui est vraiment la grande manifestation de force militaire des princes. Donc, au fond, vous voyez que la période de latence, la période effectivement où vraiment Ambroise devient si gênant qu'on n'en parle pas, elle dure assez peu. Elle dure le temps de Francesco Sforza. Et ensuite, on est plutôt dans cette politique plus patiente, plus pernicieuse de réinvestissement, de réengagement, de contournement, de recouvrement de la mémoire. À partir de 1466, donc, vient le temps de la reconquête princière du souvenir ambrosien. C'est le moment où le nouveau duc de Milan, Galeazzo Maria Sforza, fait peindre à fresque la figure d'Ambroise dans la chapelle de son château de Porta Giova. C'est le moment où l'humaniste Pier Candido de Ciambrio écrit en 1467 une Vita Ambrosi dont on avait parlé mais qui est aujourd'hui perdue. Et il ne s'agit plus d'oublier, mais au contraire de s'approprier les lieux, d'occuper l'espace de la mémoire. Investir les lieux, par exemple, concrètement, sur le plan architectural, à partir de 1492, mais là on est dans un autre contexte qui est celui de Ludovic le Mort, la basilique Sant'Ambrogio est investie par la politique monumentale des Sforza, qui y finance largement les travaux que dirige, dans les dernières années du siècle, l'un de leurs architectes, et non des moindres, c'est le plus prestigieux, c'est celui qui est à leur cour, c'est Bramante. Et c'est pour la basilique Sant'Ambrogio que Bramante met au point ce dispositif architectural qui consiste à articuler de manière harmonique un corps basilical, l'ancienne basilique, église, avec l'efflorescence des chapelles gentilis qui viennent s'y greffer. Et toutes les églises milanaises, enfin pas toutes, mais enfin celles qui sont suffisamment grandes, et en particulier celles des ordres mendiants, San Francesco, évidemment celle des Umiliati, aussi San Pietro in Gessate, qui est pareillement réorganisée sur un modèle bramantesque, ça permet au fond à ces anciennes églises de devenir des panthéons d'État. Parce que quand je dis chapelle gentilis, ça veut dire que chacun des grands personnages de l'État mécène sa chapelle. Dans le cas de San Pietro in Gessate, le mécénat des Trivulzio, Rossi, Landriano, Panigarola en fait effectivement un lieu d'exhibition de la fidélité politique. Et c'est d'ailleurs là, alors je ne peux pas vous la faire voir, parce qu'elle est vraiment dans un état, très mauvais état. J'ai des photos, mais c'est moi qui les ai faites, je ne suis pas très fier. C'est dans cette église, San Pietro in Gessate, que se trouve le plus important cycle pictural du XVe siècle milanais consacré à Ambroise, celui de la chapelle Griffi. C'est un protonotaire apostolique, médecin, conseiller ducal, c'est un humaniste, donc on connaît la très belle bibliothèque. Il fut un personnage de premier plan dans l'histoire politique de l'État des Sforza, et à partir de 1489, il commande à un peintre qui s'appelle Bernardo Zenale un programme iconographique. 24 scènes, sur 2 parois. On y retrouve la plupart des scènes classiques du cycle ambrosien, l'élection, l'acclamation d'Ambroise, le baptême d'Augustin, l'invention des reliques de Gervais et Protée. Maintenant, vous connaissez tout ça avec une aisance déconcertante. La présence miraculeuse d'Ambroise aux funérailles de Saint-Martin. Et sur la gauche, Ambroise empêchant l'accès de la basilique à Théodose. Ça, c'est effectivement quelque chose qui arrive un peu plus tard. Mais 2 scènes, en particulier, sont remarquables et sont hors du cycle, justement, que nous connaissons. La première, je peux que vous la décrire, pardon, elle est très dégradée
enfin pas tant que ça, mais enfin, en tout cas difficile d'accès. La première domine la lunette centrale d'une représentation équestre d'Ambroise, tout de blanc vêtu, brandissant son fouet. Donc là, c'est une allusion évidemment à la bataille de Parabiago, qui est sans doute la plus princière des représentations ambrosiennes. Et puis l'autre, qui est plus impressionnante encore, sur la paroi droite. Elle est impressionnante parce qu'elle est bien loin de l'image pacifique du bon pasteur. Elle n'a aucun précédent iconographique à ma connaissance. On y voit Ambroise siégé sur une estrade. Un soldat lui présente un homme aux mains liées derrière le dos. La foule autour de lui vocifère. Un titulus nous permet même d'entendre son cri. Peccatum tuum super nos. Ambroise est juge. Il condamne. Et il condamne à mort. Et d'ailleurs, on le sait parce qu'on voit dans une autre lunette celui qui vient d'être présenté lié à Ambroise, eh bien, pendu à un gibet. Son implacable sévérité est d'autant plus fascinante qu'en fait, on sait qu'elle fait. Ça fait allusion à une pratique de pouvoir dont on ne peut douter de l'historicité, qui sont celles des audiences épiscopales du IVe siècle, que les historiens commencent aujourd'hui à mieux connaître. Et que notre commanditaire connaît aussi parce qu'il a une culture humaniste. Et parce qu'il lit aussi d'autres textes antiques. Mais elle constitue effectivement une représentation puissante et intimidante du pouvoir souverain, de vie et de mort. Ambroise y siège ici du côté des princes qui prétendent à ce pouvoir et qui y prétendent désormais absolument. Son image délivre un message intimidant d'obéissance. Culture humaniste, ai-je dit. Car d'une manière générale, la seconde moitié du XVe siècle est un moment intense de redécouverte par les humanistes du patrimoine ambrosien. La Vita de Paulin de Milan est imprimée en latin en 1474, 77, 88 et en italien en 92. D'autres écrits ambrosiens sortent des presses milanaises qui souvent, par l'intermédiaire des humanistes romains, sont diffusés dans toute l'Europe. C'est une mise en forme par l'imprimerie, encore une fois, de la mémoire ambrosienne et un jalon essentiel de sa transmission. Cette volonté de préservation, elle anime les réformateurs du XVe siècle, comme l'archevêque Francesco Pizzolpasso, le cardinal Giovanni Arcimboldi, mais de tout cela, je parlerai la fois prochaine, puisqu'il s'agit au fond de cette grande tendance qui va être celle aussi du XVIe siècle, qui consiste à patrimonialiser notamment la liturgie ambrosienne, ça va se faire massivement avec les Borromées, précisément pour la réformer. Donc c'est d'un même mouvement qu'on prétend transmettre et réformer. Transmettre, oui, mais transmettre en tant que patrimoine. C'est-à-dire, et j'insiste là-dessus, en le transmettant, et avec cette solidification textuelle que permet effectivement l'imprimerie, on le transforme en un passé. Et de ce point de vue, une fois de plus, Pétrarque est à la fois un précurseur de l'humanisme du Quattrocento et un homme du Moyen-Âge. Un homme, effectivement, entre les deux rives. Car lui, vous vous en souvenez, il veut voir Ambroise vivant. Ce que j'ai appelé par opposition à la culture de la citation, c'est-à-dire citer, c'est prélever des extraits d'un texte autre, mais qu'on reconnaît comme autre, et qu'on identifie comme autre, par opposition à la culture de la citation, ce que j'ai appelé la culture du remploi. C'est une mise en présence, en contemporanéité, de ce que l'on n'appelle pas encore le passé. Donc, ce que nous avons appelé jusque-là la mémoire d'Ambroise, c'est un Ambroise vivant, un Ambroise au présent, une forme active, vivace de l'aujourd'hui. Si bien que l'on a tort de considérer la Renaissance,
comme un retour à l'Antiquité. C'est au contraire l'invention de l'Antiquité comme passé. C'est donc la séparation radicale entre l'ancien et le moderne. Or, cette séparation a un sens politique, car elle accompagne ce que je vous propose à partir de maintenant d'appeler l'absolutisation du pouvoir princier. Il n'y a pas de pouvoir absolu. Il y a une tendance de tout pouvoir à s'absoudre de toute justification, à s'abstenir de toute légitimation, à se délier. C'est ça que signifie étymologiquement un pouvoir absolu. À larguer les amarres d'avec ce que du coup elle va considérer comme un passé, à rejoindre au fond une forme obtuse, brutale, aveugle, celle du massif autoproclamé d'autorité. Et l'événement sur lequel je voudrais terminer, et qui fait pendant, avec effectivement l'entrée de Francesco Sforza à Milan, c'est-à-dire l'assassinat de Galeazzo Maria Sforza le 26 décembre 1476, s'inscrit effectivement dans ce contexte paradoxal de l'histoire des pouvoirs italiens du dernier tiers du Quattrocento, c'est-à-dire l'absolutisation de pouvoirs faibles. Sur le plan diplomatique, c'est effectivement la retombée d'une histoire, puisque tous ces gens dont j'ai parlé, toute cette génération, Côme de Médicis meurt en 1464, Francesco Sforza en 1466, et avec eux, c'est une sorte de style de gouvernement princier qui avait été formé par cette culture commune, cette culture politique qu'on appelle l'humanisme, qui disparaît. Avec eux disparaît aussi un équilibre politique qui est l'édifice de la paix de Lodi, qui commence effectivement à se fissurer, et avec l'édifice diplomatique de la paix de Lodi, le consensus social autour du style de gouvernement princier. Commence alors la mauvaise saison des assassinats politiques. Dans sa thèse, Renaud Villard en a fait l'histoire sérielle. Alors après, on pourrait discuter de son échantillon, mais enfin bon, il prend toutes les violences souveraines, c'est-à-dire les atteintes au corps du souverain. En gros, il identifie 3 moments. Entre 1380 et 1470, il y en a 2-3 par an. Entre 1470 et 1570, il y en a 8 à 10 par an. Et puis ensuite, après, en 1570, ça retombe. Donc il y a une densification de l'intensité criminelle à partir de 1470. C'est-à-dire qu'au fond, jusque-là, un coup d'État peut se passer de l'assassinat du prince. Après 1470, c'est plus difficile. Or, cet assassinat politique ne doit pas être simplement un escamotage, une disparition, mais un sacrifice rituel. Il s'agit proprement d'un acte public, et c'est cela qui se passe le 26 décembre 1476, où ce prince, qui a déséquilibré par le faste de sa cour, par effectivement le désordre de son ambition, par sa sexualité débridée, enfin bon, bref, par tous les ingrédients typiques du pouvoir tyrannique, cet équilibre politique de son père, il est atteint de 14 coups de couteau, il meurt immédiatement. Dans ma thèse, j'avais dit, il est atteint de 14 coups de couteau, il meurt sur le coup. Bon. Et j'avais un correcteur qui m'avait dit lequel. Bah, comme quoi, c'est pas facile d'écrire. Bon, donc il meurt immédiatement, disons. Son cadavre est exposé dans le chœur du dôme de Milan. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment, du point de vue dramatique, tout est calculé justement dans cet acte. On a choisi la fête de Noël, le 26 décembre, le lendemain, mais qui est au fond la fin d'un cycle
qui, à Milan, dans le système de cours, commence à la Saint-Ambroise, précisément le 7 décembre, et s'achève par une grande fête princière. On a choisi l'église Santo Stefano, c'est-à-dire tout près du centre civique dont on accuse les princes d'avoir déserté l'exercice et la résidence pour se retrancher dans le Castello di Porta Giova. On a choisi aussi le lieu le plus public, puisque, au fond, ce qui est important, c'est que les conjurés cherchent l'éclat rituel du tyrannicide. Ils veulent régénérer par le sang du tyran, du mauvais prince, un pacte politique qu'il avait rompu. Et donc, ils ne cherchent pas à s'en tirer. Ils savent d'ailleurs qu'ils n'ont aucune chance. C'est, pour le coup, un sacrifice. C'est un attentat suicide. Ils sont d'ailleurs immédiatement... Ils cherchent la visibilité maximale pour leurs gestes, en plein jour, dans une église, à la fin de ce cycle de Noël, et donc ils n'ont aucune chance d'y réchapper. Et puis on sait qui c'est, ce sont des jeunes patriciens épris des idées humanistes, et parmi eux est Giovan Andrea Lampugnani, qui est le neveu d'un des leaders de la République ambrosienne. Donc, comme souvent dans l'histoire des révoltes, il y a aussi une mémoire familiale, une mémoire privée de le geste révolutionnaire. Et quant à son compagnon Girolamo Olgiati, dont les aveux sont reproduits par l'historien Bernardino Corio, il décrit longuement les préparatifs très ritualisés de la conjuration. Il raconte notamment comment les conjurés se rendirent au petit matin à la basilique Sant'Ambrogio pour y faire leur serment, ce sont des conjurés au sens propre, et qu'avant de passer à acte sacrificiel, ils se sont recueillis devant une image d'Ambroise. 7 ans plus tard, décembre 1483, une nouvelle conspiration vise Ludovic Sforza, qui gouverne le duché de Milan au nom de son neveu. Elle est éventée, mais on apprend que l'assassinat politique devait également intervenir de manière éclatante le jour de la Sainte-Ambroise et dans la basilique Sant'Ambrogio. En réalité, le plan des conspirés au dernier moment est modifié. Il décide de frapper le prince dans son château. C'est un courtisan, Aloisio Vimercati, qui est arrêté au moment où il avance vers le prince avec une dague cachée sous sa veste. Il est décapité aussitôt, ses biens confisqués. Mais un autre des conjurés, qui n'est pas noble, un marchand du nom de Pazzino, subit un sort différemment cruel. Il est emprisonné, il est mis dans un château à côté, torturé, petit château de Sartinara, et gardé en vie, et on vient le torturer tous les ans, le 7 décembre, le jour de la Sainte-Ambroise, 2 traits de corde, clac, clac, pour continuer à le punir du crime qu'il voulait commettre en son nom, au nom d'Ambroise. Tout cela d'après l'historien Bernardino Corio, et je remercie Séverin Duc, ici même, de m'avoir signalé ce passage, qui me semble d'ailleurs être éclairé à la noire lumière d'un autre texte, dû à la plume d'Antonio Averlino, dit le Filarette, dans son traité d'architecture, qu'il a écrit pour Francesco Sforza. Il construisait aussi, notamment le château, pour Francesco Sforza, et il écrit pour lui l'histoire, non pas d'une ville idéale, mais de l'idéalisation de la ville réelle, en tout cas d'une ville où l'on ne mène pas une vie idéale, parce que voilà, on vit, on meurt, on commet des crimes, et donc il faut une prison. Et comment il décrit cette prison dans la Sforzinda, c'est-à-dire dans la ville du prince, la ville qui correspond à l'idée que le prince se fait de lui-même. Cette prison s'appelle Ergastolone. Elle est située hors de la ville. Elle est composée de 4 hautes tours portant chacun le nom d'un tourment associé à un crime. Donc on est déjà dans cette adéquation entre le crime et le châtiment. Et lorsque un criminel arrive au pénitencier d'Ergastolone, on le hisse jusqu'au sommet de la tour que son délit lui assigne, et là on procède à l'exécution capitale, mais en fait c'est un simulacre de l'exécution capitale. Tout le monde croit qu'il est mort, mais en fait il redescend dans ce qui est en fait une cité des tourments, où il est torturé toute sa vie.
Et puis, quand il n'est pas torturé, il travaille aussi pour l'État où il y a un travail forcé. Vous voyez que, imaginant Ergastolone, Philarète entend concilier trois exigences politiques apparemment contradictoires. L'éclat des supplices, d'abord. Personne ne saura jamais, vu de la ville, que les prisonniers ne sont pas tués en haut des tours. Donc l'exemplarité du châtiment est préservée, comme est préservé, dans l'étage aveugle des tours, le désir de vengeance légitime de l'État, ce monstre froid qui torture les criminels dans le secret. Pour rien. Tout en n'omettant pas non plus d'organiser un travail forcé. Que conclure de cette poursuite d'une séquence politique anti-princière qui, durant tout le XVe siècle, témoigne de la persistance d'une idéologie républicaine et tyrannicide? À chacune de ces étapes, vous l'avez compris, se trouve mobilisé le souvenir d'Ambroise. Donc nous sommes plutôt confortés sur les hypothèses qu'on avait posées la fois dernière. On voit que le nom d'Ambroise ne se laisse pas manipuler si aisément par la politique mémorielle des vainqueurs. D'abord parce que ceux-ci hésitent inévitablement. Oublier Ambroise ou se rappeler à son bon souvenir. Effacer ses traces ou les réaffecter. Tout cela en même temps, sans doute, dès lors que l'on ne peut commander l'amnésie. La reprise en main princière du souvenir d'Ambroise passe donc par un certain nombre d'opérations, détournements, contournements, recouvrements. Nous les avons vus à l'œuvre, tour à tour. Elles ne sont que partiellement efficaces, car elles se heurtent à la gravité de la question du nom, c'est-à-dire, au fond, comment discriminer l'héritage, pour le dire encore, comme Jacques Derrida, mais dans un autre livre qui s'appelle Spectre de Marx. Vous voyez que toute politique de containment fuit de toutes parts. Si la mémoire est fissurée, il est impossible de colmater la brèche. Il y aura toujours des contre-conduites, des contre-discours, des contre-mémoires. Toujours des gens qui se souviendront différemment d'Ambroise, même si toute une politique vise à le détourner, le contourner, le recouvrir. Pourtant, et c'est la seconde conclusion que je voudrais risquer ici, il y a bien eu une séparation princière, une rupture dans le continuum de la mémoire, qui est liée à l'absolutisation paradoxale du pouvoir princier, qui s'observe dans l'architecture, lorsque les palais assument avec morgue la rupture urbanistique qu'entraîne la définition d'un espace authentiquement sacré, qui s'observe dans la peinture, lorsqu'on voit d'un coup les commanditaires démoder le grand style gothique international, Pisanello, etc., pour faire soudainement le choix d'une abstraction dédaigneuse des délices d'un passé continué, qui s'observe aussi dans les discours, dans les pratiques politiques, où l'on voit que ce pouvoir se veut, même s'il est faible, absolu, c'est-à-dire qu'il largue les amarres qu'il retient aux anciens pôles de légitimation. Donc gouverner, c'est souvent marcher dans des traces, c'est parfois les brouiller un peu, c'est plus rarement les substituer à d'autres, mais lorsque, effectivement, on a des gouvernements de rupture, c'est-à-dire qui veulent effectivement dégager toute cette histoire lente et continue réemployée pour le constituer en passé, c'est-à-dire, je le répète, séparer l'ancien et le moderne, alors aussi on a quelque inquiétude ou quelque raison d'avoir peur. C'est pour ça que j'ai insisté de bout en bout sur la question de la cruauté de l'État. On dit de la Renaissance qu'elle est un temps de remémoration de l'Antique, ce qui est vrai, évidemment, mais elle fut aussi portée par cette ambition-là, absolue, d'un renoncement au temps qui fut. Autrement dit, et contre toute intuition, la Renaissance fut oublieuse. Et ça, c'est nous qui l'avons oublié.
parce qu'on ne la considère pas comme autre chose qu'une réactivation du passé, alors qu'elle constitue, et on le voit bien dans le cas d'Ambroise, le passé comme passé. C'est à partir de ce moment-là qu'Ambroise devient, on le verra sans doute la fois prochaine, un auteur tardo-antique, un auteur de l'Antiquité tardive, ce qui était inimaginable pour ceux qui en faisaient tranquillement un contemporain. Merci et à dans 15 jours.